on a l'impression que la tendance inverse est que peut-être l'économie française serait plus résiliente que l'économie allemande. Bon, le bouclier tarifaire allemand va être au moins aussi efficace que le bouclier tarifaire français. Donc ça ne conduira pas à une différence notable, mais le choc industriel que subit l'Allemagne est extraordinairement fort et il s'ajoute à un choc de débouchés chinois. La Chine, les deux caractéristiques de l'industrie allemande, hein, c'était le poids de l'industrie, mais un poids essentiellement d'industrie intermédiaire, hein, d'industrie lourde, d'industrie des biens d'équipement, de l'aluminium, de l'acier, du ciment, et puis un débouché extraordinairement important vers la Chine. Et d'ailleurs, le chancelier Scholz a essayé de revivifier ces relations allemandes de l'Allemagne de la Chine. Mais quoi qu'il en soit, la Chine ne peut pas générer une demande intérieure et une demande forte pour l'Allemagne parce que la Chine est en croissance faible. Hein, la Chine est autour d'une croissance de la demande intérieure de 0%, et ce qui est dû à une hausse extraordinairement forte de l'épargne et puis le vieillissement démographique, un vieillissement démographique qui dépassera 1% et même 1,5% dans les prochaines années. Et donc, on peut supposer que peut-être l'Allemagne va passer derrière la France en termes de demande intérieure, en termes de croissance, par ces effets, hein, ces effets joints de la délocalisation industrielle de l'Allemagne et de la faiblesse de la demande chinoise adressée à l'Allemagne. Le gros problème global de l'Europe, hein, ce n'est pas un problème spécifique à la France ou à l'Allemagne, c'est l'absence de gains de productivité. On est passé de 4% de croissance de la productivité dans les années 80 à 0% aujourd'hui. Il y a plus de 2% de croissance de la productivité aux États-Unis. Et donc ça, c'est un énorme handicap parce que ça implique que ce n'est pas très attrayant d'aller en Europe. Hein. En Europe, on n'a pas besoin de constituer beaucoup de capacités et beaucoup moins qu'aux États-Unis. Et donc le vieillissement le vieillissement accompagné d'une absence de gain de productivité, c'est extrêmement dangereux. Et ça concerne toute l'Europe. Et bien entendu, en plus d'ailleurs, des pays comme l'Italie, qui sont frappés d'un vieillissement démographique extrêmement poussé. Pour l'instant, il faut remarquer qu'il n'y a pas, contrairement à ce qui est une idée reçue, il n'y a pas de segmentation du monde. La Chine et les États-Unis commercent, et l'Europe, hein, commercent beaucoup plus depuis 2019-2020 qu'auparavant. Et donc on a une accélération du commerce mondial malgré les problèmes sur les semi-conducteurs ou les quelques représailles des États-Unis. Donc on a une situation qui est pour l'instant de surmondialisation, si on peut dire ça. Alors, quels sont les problèmes structurels de moyen terme de la Chine et des États-Unis vis-à-vis de l'Europe? Bon, on vient de le dire, hein, l'Europe est une zone pour l'instant de croissance très faible et pratiquement nulle. Hein. L'Europe a pratiquement perdu sa croissance. Quand on n'a plus de croissance de la population ni de croissance de la productivité, donc on a perdu pratiquement la totalité de la croissance. La Chine n'est pas dans une situation plus brillante. La Chine a une démographie décroissante. La population chinoise baisse de plus de 1% par an. La Chine a un ralentissement assez important de sa productivité qui est peut-être lié à des problèmes de politique industrielle, hein, le recentrage sur les entreprises d'État peut-être pas très favorable. Et puis la Chine a une très grosse crise immobilière et qui n'est pas conjoncturelle. Hein, c'est une crise structurelle. C'est beaucoup de Chinois s'approchant de la retraite
avaient investi dans l'immobilier. Et donc, du coup, ils se mettent tous à vendre des biens immobiliers. Et donc, du coup, bon, en conséquence, ça fait chuter les prix de l'immobilier. Et de cette façon assez structurelle et durable. Et probablement, il y aura un effet de richesse assez négatif sur les Chinois parce que il y a des ventes massives d'immobilier. C'est une chose qu'il faut toujours dire. Donc, c'est extrêmement défavorable quand une population va vieillir globalement, qu'elle ait investi énormément de ses retraites dans l'immobilier, parce qu'effectivement, ça fait chuter l'immobilier, ça fait chuter la valeur des biens immobiliers, et c'est extrêmement défavorable par l'effet de richesse négatif que ça génère. Donc, moi, je ne crois pas que la Chine soit un grand pays d'avenir. Et alors, la situation est extrêmement différente pour les États-Unis, parce que d'abord, ce n'est pas que les États-Unis, c'est le continent américain, c'est le Mexique, c'est le Brésil, c'est le Chili, c'est le Canada, etc. Deuxièmement, c'est une puissance d'immigration très considérable, même si ça a été freiné depuis l'époque de Trump, mais enfin, il reste une immigration extrêmement positive aux États-Unis. C'est les universités, c'est-à-dire c'est les 7 ou 8 meilleures universités du monde, hein, et c'est une puissance d'attraction chez les étudiants étrangers et qui en général restent aux États-Unis. Vous savez que les États-Unis sont un des rares pays de la planète où la qualité, le niveau d'éducation des étudiants et de ce fait de la main-d'œuvre qui se sédentarise aux États-Unis est supérieur au niveau de qualité de la population active résidente, hein. Et donc c'est un continent, enfin c'est un pays qui s'améliore, ça améliore son niveau d'éducation, améliore ses compétences au fur et à mesure qu'il bénéficie d'un supplément d'immigration. Donc quand on fait les calculs, on arrive à la situation, enfin, c'est des calculs très tentatifs, hein. Bon, la démographie à 70 ans, c'est un peu risqué, mais on arrive à la situation que les États-Unis, par rapport à 2022 maintenant, multiplieraient par 4 la taille de leur économie vis-à-vis de l'Europe et augmenteraient de 30% la taille de l'économie vis-à-vis de la Chine sur cette même période de temps. Et donc, ça serait, les États-Unis ou le continent américain, ça serait la puissance dominante. Alors bien entendu, il y a des puissances, il y a l'Afrique, il y a l'Inde, mais qui ont beaucoup plus de croissance que les États-Unis, mais qui partent d'un niveau de départ extrêmement faible, hein. Et donc, en termes de taille de continent, le continent américain continue à croître et très largement le continent dominant. Et d'ailleurs, par rapport à la Chine, va devenir plus dominant à partir de maintenant, puisque la Chine va se contracter, et à la fois se contracter par la population et se contracter par le progrès technique.